Dans l'histoire du cinéma d'horreur, certains films ne se contentent pas de faire peur. Ils dérangent, ils marquent, ils s'impriment dans votre esprit. En 1987, un homme va changer les règles du jeu. Son nom, Clive Barker. Avec Hellraiser, il ne va pas créer qu'un simple film. Il va déjà créer un univers. Il va pousser la porte de la douleur, la porte du plaisir. Alors aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans cet univers cauchemardesque. Générique. Nous sommes en mars 1988 et je reçois dans ma boîte aux lettres, enfin, mon magazine tant attendu, le numéro 52 de chez Manoli. Comme d'habitude, je le feuillette rapidement et je tombe nez à nez avec une photo d'un nouveau film qui m'a l'air assez cradoc. Ça s'appelle Hellraiser. Il vient de gagner le prix de la peur au Festival du film fantastique d'Avoria, année 1988. Et à ma grande surprise, je me rends compte qu'il est à l'affiche du cinéma depuis presque 3 mois et que je n'en avais pas du tout entendu parler. Je me lance dans la lecture du magazine et petit à petit, je me dis qu'il faut que je mate ce que je crois être une véritable pépite. Il me faudra attendre 1 an pour pouvoir le louer dans mon vidéoclub préféré. La VHS en main, je file à la maison pour enfin découvrir et profiter de Hellraiser, le Pacte. Alors si je pouvais parler à mon moi jeune, là maintenant tout de suite, je lui dirais: tu vas pas être déçu du voyage mon grand. Tu vas en prendre plein les mirettes. Accroche-toi. Notre film du jour est un film britannique, réalisé, écrit et scénarisé par Monsieur Clive Barker himself. Mais au fait, Clive Barker, qui est-ce, me direz-vous? Oui. Alors effectivement, oui, honte à vous si vous ne connaissez pas cet homme-là, Clive Barker. Lui, c'est un touche-à-tout. Il est à la fois romancier, multiples fois récompensé pour ses romans, alors notamment les livres de sang, tomes de 1 à 6, que je vous conseille très fortement, et également la trilogie Abarat. Il est également metteur en scène au cinéma, mais aussi dramaturge, acteur, et ce n'est pas tout. Il peint et il dessine dans son atelier, puis fait aussi des expositions à travers le monde. Son univers, alors comment vous expliquer, c'est complètement noir et barré, voire assez flippant parfois. Il réalise donc le film Hellraiser, puis celui de Cabal, et enfin Le Maître des Illusions. Il scénarisera également les 2 premiers Candyman, et aussi Rawhead Rex, le monstre de la lande, qui fera un bide mais plus que mémorable. Parlons maintenant un peu du film. Quelque part au Maroc, Frank Cotton, un édodiste blasé, en quête de sensations extrêmes, achète, chez un marchand, une mystérieuse boîte à l'allure d'un puzzle sous forme d'un cube doré. Elle s'appelle la configuration des lamentations. De retour chez lui en Angleterre, dans le grenier vide et sombre de sa maison, il résout enfin le casse-tête. Immédiatement, des chaînes munies de crochets jaillissent de la boîte. Il s'enfonce dans sa chair et le déchiquette vivant. Soudain, des silhouettes humanoïdes horriblement mutilées apparaissent. Elles sont vêtues de noir. Ce sont des Cénobites. Ils sont les explorateurs d'un autre royaume qui ne distinguent plus la douleur du plaisir. Alors leur chef, Pinhead, ramasse la boîte, la referme et emporte les restes de Frank dans leur dimension infernale. Quelque temps plus tard, le frère de Frank, Larry Cotton, aménage dans la même maison avec sa seconde épouse Julia. Alors il faut savoir que Julia
a eu une liaison passionnée et destructrice avec Frank avant d'épouser son frère Larry, ce que ce dernier ignore totalement. Ils savent seulement que Frank était un débauché, un petit délinquant, et ils supposent qu'il a disparu en prison ou ailleurs. La fille adolescente de Larry est issue d'un précédent mariage. Elle s'appelle Kirsty. Par contre, elle refuse de vivre avec sa belle-mère, qu'elle considère comme une salope invétérée, et elle préfère rester à proximité pour pouvoir rendre visite régulièrement à son père. Durant le déménagement, Larry se blesse gravement à la main avec un clou, parce que ce bourricot portait un matelas, un clou dépassé, il s'est arraché la main, et voilà. Quelques gouttes de sang tombent à travers le plancher du grenier, et ce sang atteint les restes organiques de Frank, prisonnier dans l'autre dimension. Comment ? Me demandez pas, j'en sais rien. Mais en attendant, ça ramène Frank partiellement à la vie, sous une forme assez grotesque et écorchée. Il parvient à se matérialiser dans le grenier, et durant la nuit, Julia va entendre du bruit. Elle va se rendre dans cette fameuse pièce au grenier, et découvre une espèce de truc qui ressemble plus ou moins à Frank, qui va lui parler. D'abord terrifiée, elle avoue rapidement qu'elle est toujours obsédée par lui. Frank, un bon manipulateur qui se respecte, va lui expliquer qu'il a besoin de sang et de chair humaine pour reconstituer complètement son corps et échapper définitivement aux Cénobites. Julia va accepter de l'aider, et dès le lendemain, elle va commencer à draguer les hommes dans les bars, pendant que son cher mari est au boulot. Elle va ramener ces pauvres pecnos à la maison, elle les assassine à coups de marteau dans le grenier, et Frank, lui, va boire leur sang et dévorer leurs organes, ce qui va progressivement le régénérer, à la fois sa peau et son apparence. Kirsty, qui soupçonne quelque chose, va commencer à espionner Julia. Elle va la suivre un jour jusqu'au grenier, et elle va assister à l'une des séances macabres, et elle va aussi voir Frank, encore partiellement défiguré. Paniquée, elle va s'emparer de la boîte Pulse, que Frank avait jalousement conservée. Elle la jette par la fenêtre pour créer une diversion et elle s'enfuit. Dehors, elle récupère la boîte et s'effondre d'épuisement dans la rue. Elle sera transportée à l'hôpital. Elle joue machinalement avec justement cette fameuse boîte. Seul petit souci, c'est qu'elle va résoudre le casse-tête juste par curiosité. Et là, dommage, les Cénobites apparaissent. Pinhead lui explique calmement qu'ils ne sont ni des anges ni des démons, mais sont de simples explorateurs d'expériences extrêmes dans des régions les plus lointaines de la douleur et du plaisir. Ils veulent juste l'amener avec eux, mais Kirsty, elle n'est pas super chaude pour ça. Par contre, elle va leur dire que Frank, lui, a réussi à s'échapper de leur royaume. Ils vont épargner Kirsty si elle leur livre Frank. Celui-ci, par contre, devra avouer son évasion. C'est la seule condition pour qu'ils puissent le récupérer dans la dimension terrienne. Donc, Kirsty retourne à la maison. Son père lui annonce qu'il a tué Frank. Julia lui montre un corps écorché, un corps fumant dans le grenier. Mais très vite, la jeune fille comprend la vérité. Frank a assassiné Larry et a endossé sa peau comme on endosse un costume. Frank, sous l'apparence de Larry bien sûr, poursuit Kirsty à travers la maison. Il blesse gravement Julia par accident. Dans le grenier, il révèle son vrai visage à Kirsty et s'apprête à tuer la pauvre jeune fille pour achever sa régénération. Et c'est là que les Cénobites interviennent, enfin. Ils attrapent Frank avec leurs chaînes et leurs crochets, le déchirent littéralement en morceaux sous les yeux de Kirsty, qui entend son dernier cri. Julia, agonisant, tente d'utiliser la boîte pour sauver Frank, mais les Cénobites se retournent contre Kirsty. Ils veulent également l'emporter. Heureusement, le petit ami de Kirsty, Steve, arrive au même moment. Ils parviennent à inverser les mouvements de la boîte et renvoient les Cénobites un à un dans leur dimension. Par contre, la maison commence à s'effondrer. Le couple, Kirsty et Steve, s'échappent. Plus tard, la jeune fille jette la boîte dans un feu de décharge pour s'en débarrasser définitivement. Un vagabond mystérieux, qui avait rôdé autour de la maison tout le long du film, traverse les flammes, récupère la boîte intacte et se transforme en une créature squelettique avec des ailes et il s'envole. La boîte finit par revenir finalement entre les mains du marchand marocain du début, qui la propose à un nouveau client potentiel en demandant « Que puis-je faire pour vous, monsieur ?» Voilà, le film se termine comme ça. C'est un truc de ouf. Nous sommes en 1988 quand je vois la VHS, et le 2 ne va pas tarder à sortir au cinéma. J'espère que cette fois-ci j'aurai la chance d'aller le voir. Au final, la saga Hellraiser comptera quand même pas mal de films. 10 au total, plus un reboot. Alors personnellement, j'ai vu l'intégralité de la saga et je vous conseille vraiment de vous arrêter au numéro 4. Après, c'est vraiment de l'exploitation du nom de franchise. Ils l'ont usé le concept, tout en détruisant l'œuvre originelle de Barker. Car oui, avant d'être un film, Hellraiser est une nouvelle qui sera étendue et déclinée en 5 tomes.
Hellraiser, puis Hellbound Earth, Les Évangiles écarlates, Sherlock Holmes et la Servante de l'Enfer, et enfin Hellraiser The Toll. Il y a dans cet univers un maximum de comics également qui sont parus, étendant encore plus ce monde de douleur et de chair ensanglantée. Contrairement à beaucoup d'adaptations de romans vers les films, ici le créateur est aux commandes et ça change tout. Barker ne veut pas un simple slasher comme il en passe des tonnes durant les années 80. Il veut quelque chose de plus viscéral, de plus sale, de plus organique on va dire. Quelque chose qui explore le désir humain dans ce qu'il a de plus sombre. Résultat, c'est un film dérangeant, sensuel et sexuel, presque philosophique. Parce que Hellraiser parle de désir, de dépendance, d'obsession, de la quête du plaisir poussé à l'extrême. Julia, par exemple, est prête à tuer par amour, ou peut-être par folie aussi. Frank, lui, représente l'excès, cet homme qui va trop loin. Et les Cénobites, me direz-vous? Ils incarnent une vérité dérangeante. Quand on cherche trop intensément le plaisir, on finit par trouver la souffrance. Alors, il est totalement impossible de parler de Hellraiser sans évoquer Pinhead, le chef des Cénobites. Son visage pâle, son crâne transpercé de clous, c'est une figure devenue mythique. Et attention, Pinhead n'est pas un simple monstre. En fait, il est presque neutre. Un juge, un explorateur de sensations interdites, lui et les Cénobites ne sont pas là pour tuer gratuitement. Ils répondent à un appel, celui de ceux qui osent ouvrir la boîte. Et c'est là toute la force du film. Parce que les véritables monstres ne sont pas toujours ce qu'on croit. Au rayon des effets spéciaux, on navigue entre la stop motion, les marionnettes, le latex. En tout cas, rien de numérique bien sûr, juste l'imagination et du savoir-faire. Les équipes de Bob Kane ont réussi à donner une ambiance lourde, poisseuse, mais aussi métallique et viscérale pour ce cauchemar à la fois repoussant et fascinant. Côté bande originale, c'est Christopher Young qui est le choix le plus audacieux pour ce film-là. Il utilise des cordes puissantes et dramatiques, des cuivres sombres et menaçants, à la limite du romantique. On retrouve cet héritage dans les films où la musique devient vraiment émotionnelle, autant touchante que terrifiante. Avec un budget modeste de 1 million de dollars, Hellraiser va devenir culte instantanément. Il donne naissance à une saga et également à l'une des figures les plus marquantes du cinéma d'horreur. Son influence est encore visible aujourd'hui, et même si les suites ont connu des hauts et des bas, l'original reste intouchable. Au casting, on retrouve un certain Andrew Robinson, qui campe le rôle de Larry. On a pu le voir dans un rôle assez particulier. Il portait le nom de Scorpion, il était face à l'inspecteur Harry dans le premier film du nom, et il sera aussi dans le film Cobra, avec Stallone. Et puis également, il donnera la réplique à Cher et à Sam Elliott dans le film Mask. Puis, dans Chucky 3, on aura la chance de le voir aux côtés de Brad Dourif. Et enfin, dans une quantité énorme de séries télé, allant des années 80 jusqu'à l'année 2005. Vient après Julia, incarnée par Claire Gins. Elle n'a aucun lien de parenté avec Seth Higgins-là. Elle jouera également dans Hellraiser 2, Les Écorchés, mais aussi dans Small Face, dans À la croisée des mondes, La boussole d'or, ou encore dans Ready Player One, ou bien Mariage à l'anglaise et The Convent en 2018. Pour Kirsty, c'est Ashley Lawrence qui lui donnera vie. Je me rappelle quand j'avais vu ce film, j'étais tombé amoureux de cette actrice. On retrouvera Ashley dans ses suites dans donc Hellraiser 2, 3 et 6, mais aussi dans Murder of Crows, dans Warlock 3 Redemption, et également dans les 2 téléfilms L'ours et l'enfant, partie 1 et partie 2. Pour finir ce casting, impossible de parler de Hellraiser sans vous citer Monsieur Doug Bradley, l'incarnation physique de Pinhead. Lui qui a donné vie au prince des Cénobites, il est apparu aussi dans Détour Mortel 5, dans Bienvenue au Cottage, dans The Prophecy Uprising, ou encore dans le clip de Motorhead Hellraiser. Justement, Clive Barker et son Hellraiser ont tellement influencé par leur ADN quelques œuvres marquantes dans le cinéma du genre qu'il serait difficile de ne pas en parler. On peut trouver Saw, avec une souffrance ritualisée et une moralité assez tordue. Event Horizon, avec une horreur cosmique et une dimension infernale. Le film The Cell, avec Jennifer Lopez, avec une esthétique cauchemardesque et charnelle. Et enfin, American Horror Story, la série, des visuels provocants et une sexualisation de l'horreur. Les Cénobites, quant à eux, sont devenus cultes, ils font partie de la pop culture.
Bon, en particulier Pinhead, qui aujourd'hui est une icône pop reconnaissable instantanément grâce à ses clous et ses vêtements. Il est aussi une référence dans la mode alternative gothique, BDSM et latex. Pinhead est une source d'inspiration pour le maquillage des effets spéciaux et les créatures modernes. On retrouve son influence donc, comme je vous disais, dans les clips musicaux comme Motorhead et souvent dans les cosplays, dans les conventions, mais également dans les tatouages et dans l'art underground. Puis il est devenu également un personnage jouable. Et oui, on peut incarner Pinhead à travers la multitude de tueurs du jeu Dead by Daylight. Alors moi j'ai une question à vous poser. Pourquoi Hellraiser a tellement marqué? J'ai peut-être une réponse. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Hellraiser ne joue pas sur la peur en particulier, mais il touche à quelque chose de beaucoup plus dérangeant. La fascination humaine à ses propres limites. Et je pense que c'est ça qui est extrêmement dérangeant. Ah ben voilà, j'ai trouvé le thème de philo pour cette année. Allez, vous avez 2 heures. En conclusion, donc Hellraiser n'est pas un simple film d'horreur devenu culte. Non. Pour moi, c'est une œuvre cinématographique, littéraire, qui a changé la vision du plaisir, de la douleur, mais également des enfers. Ça va poser une question toute simple. Si finalement, le pire de tous les enfers était juste celui qu'on décide d'ouvrir. Et c'est sur cette réflexion que je vais vous abandonner pour un mois. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous allons partir à travers la cire et les monstres cultes, bien évidemment. Je vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens dans la description. N'hésitez pas à me rejoindre si vous avez des questions ou autres. Et on pourra même en discuter, ça c'est vraiment un peu un souci. Posez toutes les questions que vous souhaitez dans les commentaires, je vous y répondrai bien évidemment. Si vous avez des idées de films que je pourrais voir pour me rappeler, parce que je ne me rappelle pas de tout bien évidemment. Donc les souvenirs, je vous rappelle, qui sont là, dans le cœur et dans la tête, et ils ne demandent qu'à remonter. Donc s'il y en a qui vous remontent, n'hésitez pas à me les faire partager. Allez, à très vite. On part avec la bande-annonce de Hellraiser, le Pacte. J'étais devenu un homme sans futur, prêt à tout pour de nouveaux plaisirs. Ils m'ont proposé un pacte. La boîte. Pas n'importe quelle boîte. Elle ouvre les portes. Les portes du paradis ou de l'enfer. Je ferai tout ce que tu voudras. Oui, tout. Ils m'ont fait découvrir le plaisir, la souffrance et la peur. Oh mon Dieu! Donne-moi cette boîte! Donne-moi cette boîte! Nous avons tant de choses à vous montrer. Le pacte. Soyez plus fort que ces forces-là.